Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et bien sûr, sans vous faire trop attendre, je décide de encore m'attaquer sur un DVD de pay-per-view. Parce que oui, vu comment j'étais passé à la moitié de l'année 2002, que selon moi, il m'en manque beaucoup certains, et que l'année 2002 reste une incroyable année, et que voilà, et que maintenant je m'attaque sur l'année 2003, que ça non plus, je n'ai pas de tout de complet, mais si jamais j'en trouverais, c'est sûr, je me les procurerai facilement, si j'ai l'occasion. Donc je vous le montre directement, cette fois-ci sur Backlash 2003. Donc vu comment j'ai le Royal Rumble, No Way Out, Backlash, enfin, WrestleMania, Backlash, Judgment Day, Vengeance, et maintenant SummerSlam. Et il y a Insurrection que je le possède, mais que je n'ai pas la jaquette avec la tranche où il y a, les catcheurs et aussi le numéro 2003. Donc si jamais, peut-être que je le trouverai, il fera partie de ma collection, mais je vais pas faire de review dessus, vu comment j'ai déjà fait une review de ce DVD en question. Et que voilà, je pense que ça ne serait, on va dire, dans aucun sens de le faire alors que j'ai déjà fait. C'est un peu comme les DVD que j'ai en double alors que c'est les mêmes matchs. Donc voilà, donc l'affiche plus connue, Rock Goldberg. Et là, les photos. Il est en anglais, bien sûr, que ce soit l'année 2002, 2003 et 2004. La moitié sont en anglais. Et que je vais passer dans les extraits. Et il y a déjà le logo de WrestleMania. Donc, il nous teasait déjà ça depuis le début d'année. Donc, event promo. Ça, ce sont des promos de story, de catcheurs. Donc, The Rock Goldberg, Brock Lesnar, John Cena. Et après, Confidential, bien sûr, du 26 du 4 2003. Donc, les débuts officiels de Goldberg à la WWE et sa carrière à la WCW. Donc, il y a deux vidéos différentes. Et pour le Saturday Night Heat, le 27 du 4 2003. Donc, ça, je l'ai déjà peut-être... Non, je me suis peut-être trompé. Je m'étais trompé. Ouais, donc c'était la conférence, mais que là, c'est l'année... Et c'est la date du chiffre officiel pour Backlash. Donc 27 avril, un dimanche, dans le Worcester, Massachusetts. Très bien. Donc on était à peu près dans la maison de John Cena, quoi. À peu près, je dis bien. Hein. Ne commencez pas à m'incendier si je mets des petites erreurs à tout vaille, mais bon. Je ne suis pas non plus ultra conscient de tout. Trish Stratus and Training Room. Donc, Trish Stratus dans le cabinet du médecin. Ça, j'avais vu sa petite entrevue, mais très courte, mais sinon rien d'intéressant. Les Dudley Boys dans les vestiaires. Donc, ça se chamaille un tout petit peu, des petits reproches, mais que après ça devient complètement normal. Tim Angle qui se fait interviewer. Vu comment ils viennent d'arriver à l'arène, Rock interview, donc lui aussi vient d'arriver à l'arène, mais voilà, il en profite pour un petit interview, mais sans plus. Le match là, je vais passer. Post-match interview, donc la Team Angle qui se font interviewer, qui réagissent à leur victoire, mais aussi leur vol de leur ceinture, causé par les Los Guerreros, Lance Storm, Kane et Rob Van Dam, Jazz et Theodore Long, John Cena qui réagit à sa défaite, Rey Mysterio after match. Donc, si je crois bien, il nous remonte ce moment où le Big Show, il massacre Rey Mysterio et que Rey Mysterio doit être transporté d'urgence entre guillemets à l'hôpital jusqu'à ce qu'il se fait utiliser comme batte de baseball dans le poteau. Bref, voilà, pas photo. Et The Rock After Match,
Après le match, il est sous le ring et, euh, et il est pas, on va dire, acclamé, mais il est sous, on va dire, des huées de la foule et que The Rock prend le micro, même si le public le siffle. Alors pourquoi le public le siffle? Parce que vous savez très bien que The Rock est heel, notamment en version Hollywood, vu comment il en manque pas une de lâcher une pique et, et aussi de se montrer arrogant, très très arrogant même. Et que là, il effectue une promo avant de se barrer. Et si je crois bien, c'était sa toute petite dernière apparition avant de s'y consacrer vraiment pour Hollywood, même si on sait qu'il aura son tout dernier match en 2004 et qu'après ça, c'est le départ décisif pour Hollywood. Bref, toute sa carrière à Hollywood, j'ai pas besoin de vous la faire, vu comment je l'ai beaucoup trop dit, même s'il a des petits bons côtés, des petits mauvais côtés, bon, ça passe. Donc, pour le Saturday Night Heat du kick-off de Backlash, on passe au match qui est, on va dire, selon moi, bien, mais sans plus. Donc, The Big Papa Pump, Scott Steiner contre Rico Constantino. Et que je me rappelle qu'il y avait des multiples petites interventions de la part du manager de Rico, et que Rico, il veut, on va dire, se remettre en bonne et due forme, notamment en le mettant des petits punchs à la tronche de Steiner. Mais Steiner, lui, qui ne craint pas les coups, il résiste, il fait du sale à Rico, il fait même des follow-away slams, des belly to belly over the head suplex. Je crois qu'il y a aussi un Frankensteiner de la troisième corde aussi. Donc, qui est un La Carana. Des belly to belly suplex. Et il en termine avec sa finish. Donc, victoire de Steiner. Ce match-là, il était bien, mais sans plus. 3,5. Je mets ça. Maintenant, on passe du côté de la carte principale. Donc, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est le tout premier match de la carte principale. Donc, The Team Angle, The World Greatest Tag Team, Charlie Haas et Shelton Benjamin contre The Lost Guerreros, Eddie Guerrero et Chavo Guerrero. Alors, le match là, il est présent dans le coffret de Eddie, et que la note globale, je l'ai marquée, justement dans le coffret d'Eddie, et sur ma feuille. Ce match là, ça déroule très bien la soirée, et que, erreur à moi, j'aurais pu mettre un petit peu plus en termes de chiffres. Mais bon, j'étais ultra ingénieux et ultra sévère aussi en matière de chiffres. Parce que oui, c'est vrai, les chiffres se ressemblent. Mais les matchs, on va dire, ils se ressemblent pas forcément du tout. Des fois, c'est pas les mêmes rythmes. Des fois, c'est pas les mêmes spots. Parce que c'est vrai qu'il y a des spots qui se ressemblent beaucoup plus. Mais que là, rien de comparable. Si ce n'est que, voilà, la Team Angle, c'est très bien défendu, et aussi beaucoup dans la lutte pure, en termes de technique, mais il faut pas trop jouer avec les Los Guerreros, vu comment la lutte aussi, ça leur connaît, mais que à la fin du match, malheureusement pour les Los Guerreros, ils perdent le match contre la Team Angle. Donc, ils remportent... Enfin, il remporte le match, il conserve les titres sous le portrait très audacieux et admiratif du du cadre de Kurt Angle. Je vais bien arriver. Jusqu'à ce que, voilà, en mauvais perdants qui sont les Los Guerreros, ils les attaquent, mais bon, de toute façon, ils sont les favoris du public. Aucune raison de les détester. Vraiment, aucune raison. Et qu'après les avoir allumés, ils s'emparent des titres de World Greatest Tag Team et ils partent en lowrider avant une petite interview. Et c'est là où il a aussi ce fameux klaxon. Bref, un moment bien sympathique, même s'ils n'ont pas remporté le match et encore moins les ceintures, mais ça va, ça passe crème. Et ce match-là, bon, 3,5, je sais que c'est ressemblant au kick-off, mais pas pour autant. Et après ce match-là, c'est
Shanware contre Rikishi, et que Shanware était accompagné par Roddy Piper. Je me demande pourquoi il était accompagné par lui. Peut-être que ça a mené foutrement à rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était apparu lors de WrestleMania 19 et que après ça, ben, pour moi, c'était tout, jusqu'à ce qu'il rejoigne un lutteur connu sous le nom de Shanware, qui en soi, c'est pas le petit nouveau, hein. C'est pas le petit nouveau, vu comment il a déjà fait ses petites preuves à la WCW, peut-être du côté de la ECW et de la WWE, et que en face, ben, il a Rikishi. Et que je me dis, peut-être si Rikishi aurait remporté le match, ça aurait été un peu plus stylé. Bon, après, dans la vie, rien n'est stylé, rien n'est, on va dire, concrète. C'est des victoires décisives, car maintenant, on connaît les victoires décisives, même si on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas ce qui se trame avec les gens en coulisses, vu comment on ne surveille pas du tout à ça. On est plutôt là à regarder le show, sans trop se poser de questions. Après, c'est plus pour les spécialistes qui en rajoutent un petit peu. Tandis que les non-spécialistes, donc les fans, n'ont pas non plus droit à leurs opinions qui ne sont peut-être pas objectives, parce qu'il y a des opinions objectives, d'autres oui, d'autres non. Ça dépend. Donc le match, rien de spécial, si ce n'est que je me rappelle que Piper a intervenu dans le match, mais il s'est fait allumer par Rikishi, et que ça en profite à Shanware d'effectuer un Samoan Drop sur Rikishi, alors que le Samoan Drop, c'est un peu la marque de fabrique des Samoans. Mais il en profite pour remporter la victoire et d'accompagner Piper qui a l'air mal en point et qui saigne de la tête. Vu comment j'avais vu qu'il saignait un petit peu de la tête, mais rien de méchant, rien de bien méchant. Oui, je commence à ramer, je le sais. Et ben, après ce match-là, voilà, que je préfère passer ce match-là 3,20, voilà, sans plus. Je passe directement au titre du monde par équipe, du côté de Raw, vu comment on était passé du titre de côté de SmackDown, donc ce côté-là, et maintenant le côté de Raw. Donc entre Rob Van Dam et Kane, contre les Dudley Boys. Et qu'il y a de la toute petite dissension, vu comment j'avais déjà expliqué ça. Mais que dans le match, ça passait concrètement bien. Et que si ce n'est que les 4 mecs ont démarqué comme ils pouvaient pour un peu ouvert les esprits. Même si c'est un peu le match pour, voilà, pour admirer ou encore des fois pour se calmer après des matchs de dingue. Là, on va dire la moitié était un petit peu fou, d'autres pas du tout. Mais que sans trop vous faire tarder, ces victoires des Kane et Rob Van Dam, et pas des Dudley Boys, j'allais dire les Dudley Boys, mais non. Vu comment il y a un Shock Slam et un 5-star Frog Splash, soit sur Boba, soit sur Devon. Un des deux, mais voilà. Voilà, j'ai envie de passer à ça. 3,50. Et maintenant, match pour le titre féminin. Donc Jazz, accompagné par Teddy ou Theodore Long, contre Trish Stratus, qui est accompagné par personne. Même si je me rappelle qu'il y avait énormément beaucoup de segments, notamment le segment avec les divas, et qu'il y avait un catfight entre, je sais pas si c'était Stacy Kimbler et Sable, ou Stacy Kimbler et... allez, comment elle s'appelle l'autre? Pas Marie, c'est pas Marie, pas comme j'avais fait dans la review d'Armageddon, ce n'est pas du tout ça ce que je voulais en venir. Mais il y avait quelqu'un, mais je sais plus. Et qu'il y avait aussi Test qui traînait dans les parages. Et ce que j'avais oublié de dire dans le match des Dudley Boys, c'est qu'il y avait un arbitre spécial qui était Val Venis. Donc je suis vraiment, mais vraiment passé à côté. Mais au moins je l'ai dit, même si c'est fait allumer par les Faces et qu'il y a un autre arbitre. Mais bon, voilà, j'essaie de corriger la donne. Et qu'après, il y avait Steiner qui était dans les vestiaires pour porter Stacy Kimbler vers Test. Un truc que Test n'apprécie pas du tout.
Concernant le match féminin, concernant ce match-là, ouais, j'avais un peu du mal à m'y installer. J'avais un tout petit peu du mal, si ce n'est que, voilà, c'est un match qu'on s'en fiche un petit peu, même si on adore les deux femmes, mais voilà, j'avais un peu du mal à m'accrocher. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais du mal. Petite intervention de Theodore Long, qui permet à Jazz de contrer le check kick ou alors de ne pas se laisser embarquer dans le Stratus Faction, donc le bulldog de Trish Stratus, qui l'enchaîne avec son press finish ou alors par une petite ruse pour remporter le match, et que c'est victoire de Jazz. Donc voilà, victoire de Jazz, ce match-là 3,20, et on s'en fiche un petit peu. Et maintenant, on passe au match Big Show contre Rey Mysterio, et que ce match-là, il est présent dans le coffret du Big Show, le monde d'un géant ou A Giant World, si vous préférez. Si vous permettez, je vais un petit peu m'hydrater en buvant du coca. Et je veux pas qu'on dise arrête de boire, vu comment ce message ne sert à rien. Je dis pour cette personne qui s'appelle Monsieur Cinéphile ou WWE Réseau Souvenir, je sais qu'il est capable de ramener sa pomme à tout moment. Bon après, si j'attends de lui, un message, allez je sais pas, il va peut-être dire, non non attends, il s'est passé un truc, t'as peut-être oublié de dire ça. Bon après, si j'avais me dit ce que j'ai dit, alors là je vais pas essayer de le répondre de manière négative, mais soit on va dire... j'ai compris, même si je ne réponds pas, j'ai un petit peu compris. Ça m'arrive des fois de temps en temps. Voilà. Et en passant ce match-là, c'est plus à une punition de Rey Mysterio. Et c'est pas totalement pour des conneries que je dis ça. C'est vraiment une punition de Rey Mysterio, vu comment il se fait victimiser par le Big Show. En même temps, un géant contre un petit bonhomme qui gagne, c'est pas notamment Rey Mysterio qui va gagner, c'est plutôt le Big Show. C'est entre guillemets du David contre Goliath, mais sauf que David s'en sort toujours à la fin et que Goliath perd toujours à la fin. Et que là, ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, une destruction du Big Show qui remporte le match avec un chokeslam et que Rey Mysterio, totalement mal en point, est sur le point de se faire évacuer en civière. Mais le Big Show arrive, il s'empare de la planche de secours où se place Rey Mysterio sur la planche. Et qu'après, il s'empare de la planche et il l'utilise comme un bat de baseball sur le poteau du ring. Même si ils veulent juste le frapper pour encore lui détruire le dos ou encore plus faire de dégâts. Mais sa victoire de Big Show qui est, selon moi, très très facile quand même. Mais beaucoup très facile. Ce match-là, 3, je lui avais mis un 3. Vu comment c'est pas un des matchs que j'apprécie le plus dans la carrière des deux hommes. Mais 3 quand même. 3. Et que là maintenant, on passe au titre de la WWE. Entre Brock Lesnar contre John Cena. Alors, petit topo de cette rivalité. Pardonnez-moi, j'ai un petit peu roté. Oui, je sais, c'est à cause du coca. John Cena, qui s'était fait un tout petit peu agresser par Brock Lesnar, vu comment Brock Lesnar, il adore la brutalité, vu comment c'est pas pour rien que les commentateurs, à chaque entrée, surtout Taz, hein, à chaque entrée, on l'appelle déjà « Here comes the pain ». Donc, voici arrive à la douleur, vu comment il inflige des douleurs très facilement, vu comment c'est plus simple d'être une brute et infliger des douleurs aussi incurables, aussi meurtriers, aussi assassins. Et qu'il avait été agressé, notamment quand il s'était fait mal au genou, et qu'il avait dû un tout petit peu s'écarter des rings. Et que après le match de WrestleMania entre Angle et Lesnar, John Cena fait son retour et il en profite pour devenir encore plus insolent envers Brock Lesnar, qui devenait de plus en plus face. Mais
mais il décide d'en rajouter un peu plus dans ses promos, notamment en faisant un battle rap, en le clashant, en le dénigrant, en le ridiculisant en promo. Et que à chaque fois, Brock Lesnar, quand il veut avoir le dessus, c'est John Cena qui utilise des tactiques très vicieuses, notamment en prenant par les boules, en lui donnant un coup dans les parties intimes et en prenant le titre pour le faire saigner. Parce que oui, il faut savoir que John Cena, il était heel. Et vu comment on est un jeune rappeur totalement prétentieux et à but de soi-même, c'est normal qu'il passe par là. Vu comment certains pensent qu'il n'a jamais été méchant de sa vie, alors que si vous cherchez très 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 loin, dans les périodes où il y en a certains qui n'ont peut-être pas été nés, ou alors d'autres qui ont été nés, mais qui n'ont peut-être pas jamais regardé le catch à cette période, vous verrez bien qu'il a été heel. Et que Brock Lesnar, également, il a déjà été face dans sa carrière. Et que ce n'est pas, on va dire, quelque chose que j'invente, vu comment c'est un fait. Donc, il a sa chance au titre. Je me rappelle qu'il avait éliminé dans un tournoi la plupart des catcheurs, notamment l'Undertaker, alors que John Cena, il était très très mal en point. Et pourtant, grâce à l'ultime intervention de A-Trent, eh ben, il arrive à gagner. Donc, il arrive à gagner, tout simplement. Et que après ça, ben, il affronte justement Brock Lesnar. Et que ça va partir dans la bagarre, que dans la bagarre. Peu de technique, mais dans la bagarre. C'est du 100% bagarre, surtout quand on est un rappeur qui adore se bagarrer, qui veut faire honorer son blason en tant que rappeur émérite et surtout grand bagarreur sans aucun scrupule. Alors que Brock, lui, veut faire taire ce gars qui se prend pour une resta, qui pense être le futur Eminem. Parce que John Cena, on dirait un peu le Eminem blanc. Et après, il a testé des nombreuses ruses pour essayer de parvenir à ses fins, notamment le faisant saigner Brock Lesnar. Il a fait saigner Brock Lesnar, mais ça n'arrête pas du tout la bête, vraiment pas du tout. Et un peu plus loin, il a voulu tenter son FU, parce que ça ne s'appelait pas encore Attitude Adjustment, donc le AA, mais le FU pour Fuck You. Donc c'est un peu sujet N-World, mais je le dis quand... N-World, non, pas N-World, F-World. C'est un peu sujet F-World, mais voilà, vaut mieux tenter, prendre des risques, même si je ne dois pas non plus trop en abuser sur les mots. Jusqu'à ce que Brock, voilà, je vais en terminer avec ça, jusqu'à ce que Brock, il en termine avec un F5, F5 plus précisément, et il remporte le match et conserve son titre. Donc, point final. Alors qu'en promo, John Cena, il a voulu faire le beau en disant que ce sera le futur champion de la WWE, qui arrivera en 2005, mais son heure de gloire n'était pas arrivée en 2003. Donc il a fait dans la rime, il a peut-être aussi fait dans la frime, mais il a été aussi une fouine dans le match. Donc oui, je joue un peu sur les rimes aussi. Mais bon, ce match-là, je lui avais mis aussi un 3,5. C'est un festival de 3,5 ce que j'ai mis. Dans le kick-off, 3,5. Dans le début de match de la carte principale, 3,5. Et là, dans le sous-main event de SmackDown, 3,5. Et je crois que c'est tout après ça. Bref. Donc, un autre match à 6, entre Face et Heel. Donc, Triple H, Ric Flair et Chris Jericho contre Shawn Michaels, Kevin Nash et Booker T. Ce match-là, j'ai un doute. Je ne sais pas si je l'avais déjà noté, ou alors je ne l'ai jamais du tout noté du tout. Et c'est le seul problème qu'on a trop de matchs à son activité, qu'on a beaucoup cité. Ça part en boule dans ma tête. Vraiment, ça part terriblement en boule. Mais que je vais quand même le citer. Tout ce que je sais, chacun veut son adversaire de WrestleMania 19 ou alors chacun veut son adversaire du moment. Vu comment on sait que Triple H, son adversaire à WrestleMania 19, c'était Booker T. Pour Shawn Michaels, c'est Chris Jericho. Et pour Ric Flair et Kevin Nash, ça arrive comme ça, quoi. Et que ça permet d'avoir des matchs totalement inédits, comme Triple H, Kevin Nash,
comme Kevin Nash, peut-être Chris Jericho, et Kevin Nash, Ric Flair, et j'en passe des noms, j'en passe. Donc ça va directement dans la psychologie, dans les matchs par équipe. Des fois, c'est dans la crapulerie, beaucoup dans la crapulerie, et que à la fin, ça restait entre Kevin Nash et Triple H. Mais celui qui va servir de bouc émissaire dans le match, et celui qui va servir de sacrifice pour le pin. Bonne question, très très bonne question même. Vu comment j'ai vu ça passer très rapidement en même temps, et que... Ah, j'ai comme un doute, j'ai comme un tout petit doute. Tout ce que je sais, c'est victoire de Triple H, Ric Flair et Chris Jericho, mais que celui qui subit le pin par un pedigree, c'est soit Shawn Michaels ou soit Booker T. Vu comment Triple H, en bon dominateur qu'il était, vu par son règne de terreur, il en terminait ses matchs dans différentes circonstances, dans des environnements différents. Mais bon, c'est victoire de eux, 3,80, je lui mets ça. Et maintenant, le main event, Bill Goldberg contre Dwayne The Rock Johnson. Voilà, c'est ça le clou de la soirée, le clou du spectacle. Entre deux top stars, l'un top star de l'Attitude Era à l'époque, maintenant de la Ruthless Aggression, vu comment il a aussi le côté agressivité sans pitié, que ce soit dans sa manière de frapper ou en promo, parce que même en promo, il te fout de sacrées claques. Et de l'autre côté, la star de la WCW de la bonne vieille période, où il y avait les Monday Night Wars, Bill Goldberg. Donc ça se joue entre deux top stars, entre aussi un ancien acteur, parce que Goldberg était un ancien acteur, et il n'a pas non plus que joué dans le film de Universal Soldier, où il avait fait un film avec Jean-Claude Van Damme. Il a aussi fait 2 ou 3 projets de films, mais qui n'a pas non plus eu un impact terrible sur le cinéma. Alors que The Rock, lui, c'est sûr, on va pas se le cacher, il peut se vanter d'avoir réussi là où la plupart ont échoué, même s'il est en toute petite déclin, mais voilà, il ne faut pas, on va dire, se décourager vu comment il peut remonter la pente, s'il le peut bien sûr. Et que le match là, ça part directement dans l'hésitation de The Rock. Vu comment il n'ose pas trop s'approcher de Goldberg, car il sait que celui-ci peut dégainer son spear ou son jackhammer. Et peu importe les prises, il peut dégainer. Et que voilà, il évite la confrontation, mais après, c'est sûr, il se fait allumer par Goldberg. Et qu'après, il veut retenter un spear, mais il finit dans le poteau. Ça profite à The Rock de le faire amener au ring, de le donner des petits coups de pied, un sharpshooter. Tentative de rock bottom qui ne va pas passer, alors que Goldberg, il fait le rock bottom sur The Rock. Un running power slam. Et après ça, The Rock, il revient en force pour lui faire un rock bottom, aussi un spinebuster, aussi, pour un People's Elbow, mais ça ne va pas passer. Le rock bottom ne passe pas, et le People's Elbow ne passe pas du tout. Donc, il veut essayer de faire son Goldberg en faisant le spear, mais ça ne va pas passer. Si je crois bien, Goldberg, il le contre en le donnant un coup de pied et en le faisant un spear, ensuite un nouveau spear, et il en termine avec un jackhammer. Voilà. Tout à savoir, il en termine avec un jackhammer pour la victoire, et ce match-là, un peu comme du Rob Van Damme et Kane et Dudley Boyz. C'est du 3,50. De toute façon, c'était le match que j'avais déjà noté en premier dans le coffret de Goldberg. Et que voilà, ça ne va pas changer du tout. 3,50 pour ce match-là. Et j'en conclus avec ce DVD du pay-per-view, certes, qui va peut-être plaire, ou alors certains, on va dire, vont peut-être s'en foutre de qui pourrait gagner, ou c'est peut-être du 50-50, mais c'est tout ce que je peux en dire. Donc, les matchs, les bonus, les segments, promo, interview et l'ensemble, allez, il était pas mal,
Backlash était pas mal, même si il y avait un peu le baisse de rythme entre les matchs. Mais ça va, je lui donne un 4,50. En ce moment, dans les notes, quand je note les DVD de WWE ou autres, je suis quand même généreux, ce qui est rare de ma part, et ce qui, normalement, pas très habituel de ma part, mais je prends des risques, hein, vraiment beaucoup de risques. Donc, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.